Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. Ce mois, nous parlerons de deux principales thématiques. D'abord, le nexus entre la justice fiscale et la justice sociale. La question a fait l'objet d'une discussion dans le cadre d'une table ronde organisée pour des travaux soutenus par l'African Climate Foundation, par Tax Justice Network Africa et Tax Justice Network. Vous écouterez un certain nombre d'experts sur la question. Aussi, nous parlerons de la question de la propriété effective. La Cour européenne de justice a pris une décision qui a fait reculer toutes les avancées du mouvement international pour la justice et la transparence fiscale. Nous reviendrons dessus avec un reportage notamment spécial sur la République démocratique du Congo où les populations nous feront comprendre à quel point cette décision peut heurter des personnes déjà fragilisées. Voilà, vous pouvez retrouver notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi y aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network. C'est intitulé www.taxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, www.impôts et justice sociale. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, allez sur notre page Twitter, hashtag Impôts social, et notre page Facebook, Impôts et justice sociale. Et nous sommes aussi présents sur Stitcher. Et si vous voulez directement m'écrire, impôts avec s-8 social@outlook.fr. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Je vous le disais à la une de ce programme que nous allons parler d'une table ronde d'experts qui a été organisée à l'effet d'échanger sur la connexion entre la justice fiscale et la justice sociale. Nous avons eu la chance d'avoir les meilleurs de l'Afrique de l'Ouest en la matière. Et aujourd'hui, la question est posée: pourquoi les experts de la justice fiscale devraient-ils s'intéresser à la justice climatique? Pourquoi on devrait mettre les deux thématiques ensemble? Nous aurons une première réponse avec Jean Bala. Il est le directeur exécutif du CRADEC. Il a bien voulu apporter sa contribution à cette thématique. Bien, merci Idriss, merci Rachel et les autres qui sont derrière pour l'organisation de cette initiative sur le débat sur le changement climatique et puis la campagne pour la justice fiscale. À mon sens, je crois qu'il est tout à fait impératif en ce qui concerne la mise en œuvre de l'agenda du développement durable que l'on prenne en compte ce que nous appelons habituellement le contexte. Et l'un des contextes climatiques aujourd'hui est celui sur lequel nous devons être très sensibles parce que il nous adresse directement en tant qu'individu, il nous adresse directement en tant que communauté, il nous adresse directement en tant que nation et puis en tant que planète. Et en ce sens-là, si on se réfère à la conférence sur le financement du développement de Nairobi de 2018, la question est de savoir comment est-ce que nous pouvons financer le développement durable sans tenir compte de l'environnement dans lequel nous évoluons, du contexte dans lequel nous évoluons, y compris le contexte climatique, comme je le dis bien. C'est cet environnement-là qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire tout ce que nous pouvons faire. Et en ce sens, nous devons être sensibles par rapport à cette problématique. Il est bien vrai, comme vient de le dire Ocha, il y a certainement des interprétations diverses par rapport à ça. Beaucoup ont pensé davantage sur les questions, je dirais, environnementales, purement techniques dans ce sens. Mais aujourd'hui, il faut aller au-delà de cette question environnementale pour considérer la question en termes de changement climatique, mais aussi en termes de dérèglement climatique avec tout ce que nous voyons. Et bien évidemment, la campagne
pour la justice fiscale doit se poser la question de savoir si nous devons nous adresser au développement durable, quelle serait la place que nous, en tant qu'activistes, mouvement pour la justice fiscale, nous devons accorder à cette question de dérèglement climatique. Oui, je crois que la campagne pour la justice fiscale doit tenir compte de comment est-ce que nous devons, quelle est la place que nous réservons au dérèglement climatique, au changement climatique, avec tout ce que nous pouvons observer ici et là. Et à mon sens, au niveau du Cameroun où je suis, et où nous essayons de travailler sur ces questions, pour le politique aujourd'hui, je pense que je peux me tromper, mais j'ai comme l'impression que le politique, dans ce sens, regarde éventuellement sur une contribution de l'extérieur pour pouvoir financer ces questions, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que c'est dans le discours ambiant en ce moment, mais aussi au niveau, comme le disait le précédent orateur, aussi au niveau du financement du budget national, il faut en tenir compte pour que nous ayons des mesures qui vont dans le sens d'une prise en compte des questions climatiques dans la budgétisation au niveau national en rapport avec la mobilisation des ressources domestiques. Et bien évidemment, c'est les économies nationales qui sont affectées et ces économies nationales sont affectées du fait qu'il y a un certain nombre d'acteurs que nous sommes et qui mobilisons ou qui générons les émissions de gaz à effet de serre. Et il faudrait qu'il y ait un partage en termes de responsabilité, en termes de devoir, en termes de bénéfices, qui va dans le sens de ceux qui actionnent le levier de la pollution et qui affectent la couche de l'ozone et que cela soit pris en compte dans la fiscalisation de l'économie nationale. Voilà un peu comment est-ce que je perçois la chose. Oui, il faut financer la transition énergétique et pour cela, il faut avoir une plus grande justice fiscale. Mais avant cela, il faut déjà garantir l'accès des populations africaines à une énergie propre. Ce n'est toujours pas le cas. Cette double exigence rend la mission des gouvernements africains beaucoup plus complexe. C'est en tout cas ce qu'en pense Sidi Demba, le représentant de l'organisation non gouvernementale Publiez ce que vous payez pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Écoutons notre collègue Sidi Demba. Je crois qu'il faut, pour nous, acteurs de la société civile, accepter d'abord cette double position qui existe entre nous-mêmes et les États et les gouvernements. Les gouvernements africains considèrent que l'Afrique, pour le moment, a un défi fondamental en termes d'accès à l'énergie pour ses populations. Ces mêmes gouvernements considèrent aussi que leur pays contribue de façon très marginale, c'est-à-dire ne contribue pas fondamentalement au réchauffement climatique. Donc, pourquoi ils ne devraient pas bénéficier ou, pour le moment, utiliser les ressources? Donc, si nous partons d'abord, si nous admettons ces positions-là, cela pourra à peu près guider notre littérature, notre orientation ou nos efforts en termes de comment approcher la question. Donc, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que nos gouvernements sont partagés entre un besoin d'énergie et une nécessité de s'aligner aux besoins de survie, c'est-à-dire sauver la planète. Donc, nous sommes dans cette dichotomie-là. Mais quelle que soit la position dans laquelle on se situe, ce que l'on reconnaît, c'est que même si nous allons vers une progression vers les ressources moins polluantes, c'est-à-dire le gaz, en termes de bénéfices, le scénario reste le même. C'est que toujours les pays riches en ressources n'en gagnent pas suffisamment parce que le privé national d'abord n'investissent pas dans ce secteur, mais les gouvernements n'investissent pas aussi dans le secteur-là. Donc, c'est toujours des multinationales qui viennent investir et le partage est souvent limité à 90% pour la compagnie et 10% pour les États qui accueillent ces compagnies-là. Donc, ça ne change pas grand-chose en termes de narratif. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est au niveau de la justice fiscale qu'il faudrait aujourd'hui regarder un peu plus. Si vous prenez ce qu'on appelle les minéraux de transition, qui vont connaître une accélération dans l'exploitation parce que la logique, c'est d'aller vers une transition énergétique juste. Et ce qui veut dire que le narratif, littéralement, ne change pas si on n'analyse pas les sources de revenus. Les sources de revenus pour les États africains, c'est d'abord la fiscalité.
La fiscalité constitue la principale source de revenus, que ce soit les redevances, que ce soit les droits fixes, que ce soit les impôts sur les sociétés, que ce soit toute forme d'autres impôts. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la plupart de ces compagnies vont faire ce qu'on appelle un super profit. Le problème s'est posé en 2020 pendant la Covid au Burkina Faso. Les compagnies qui exploitent l'or ont fait du super profit parce que d'abord le coût de l'or est devenu très élevé et a triplé, mais dans la législation fiscale de ce pays-là, on n'avait pas pensé fiscaliser ou imposer ce qu'on appelle les super profits. Alors, on se retrouve dans une situation où la compagnie fait des bénéfices énormes, alors qu'elle bénéficiait d'une stabilisation fiscale. Donc, qu'est-ce que va gagner le pays? Et c'est le même scénario qui va reposer aujourd'hui sur les autres pays qui vont exploiter les ressources ou les minerais de transition. Alors, moi, je crois qu'il est important ou urgent que ces pays-là, que ce soit le Mali, la Guinée, le Niger, notamment en Afrique de l'Ouest, et tout autre pays qui dispose de ces ressources similaires, doivent d'abord observer le cadre fiscal. Donc, révision nécessaire du cadre fiscal pour qu'ils puissent au moins s'aligner aux standards internationaux. Première chose. Deuxième chose, les flux financiers illicites sont souvent remarquables dans le secteur extractif et sont beaucoup plus facilités par les compagnies multinationales qui exploitent. Et ce sont des compagnies, pour la plupart, qui sont enregistrées dans des pays où ils ont des allègements fiscaux assez intéressants. Donc, c'est de voir aujourd'hui aussi en quoi ces transferts de flux constituent une barrière et pour nous de nous attaquer aussi à ces transferts de flux. Et je crois qu'il y a des mécanismes qu'on peut utiliser, tels qu'imposer, par exemple, les multinationales à dépenser une bonne partie de leurs revenus dans le pays d'exploitation. Ça, c'est fondamental aussi pour pouvoir booster l'économie de ces pays-là. Ça, c'est fondamental. Et la dernière chose que je souhaitais ajouter ici, en tant que mouvement pour la justice sociale aussi, il faut analyser effectivement quelles sont les autres sources de taxes qu'on peut avoir pour pouvoir bénéficier aux communautés locales. Parce que jusque-là, le mécanisme, c'est quoi? C'est que c'est la compagnie qui paie les taxes et qui vont directement au niveau de l'État. Et fondamentalement, c'est dans le budget de l'État que ça part. Et quand il s'agit de transferts infranationaux, finalement, les communautés qui sont directement impactées n'auront pas de revenus. Parce que jusque-là, même ce qui a été mobilisé sans ces ressources-là ne bénéficie pas aux communautés. Et aujourd'hui, si on continue, on accélère cette exploitation-là, c'est le même scénario, c'est le même mécanisme de violation des droits des communautés qui va continuer, c'est la chaîne de violation des droits qui va continuer sans que ces populations-là puissent aujourd'hui en tirer profit en termes d'accès aux services essentiels, que ce soit l'éducation, la santé et la sécurité même de ces populations. Oui, cela reste des arbitrages extrêmement complexes où les États doivent choisir parfois entre générer des revenus pour répondre aux aspirations de leur population, mais aussi pouvoir les protéger contre le passif environnemental. Essayons de voir avec Abdoul Wahab Diakité, il est le président de la coalition Ce que vous payez au Mali. Il nous partage l'expérience de son pays en la matière. Écoutons Abdoul Wahab Diakité. Ce qui est la spécificité du Mali, c'est qu'il y a des conventions types. Il n'y a pas de contrat spécifique, mais il y a des conventions types au Mali. Et ces conventions types sont directement élaborées par le gouvernement et portées à la connaissance des opérateurs miniers. Donc, dans ces conventions types, il y a une clause qu'on appelle la clause de la stabilité fiscale. C'est là maintenant le combat de la société civile, parce que tant qu'il y a cette clause de stabilité fiscale, comme l'a dit le coordonnateur Demba, c'est vraiment difficile d'optimiser la ressource fiscale au niveau du Mali. Donc nous avons proposé en son temps d'essayer d'abord d'harmoniser, parce qu'au Mali il y a 5 codes, c'est-à-dire d'unifier les codes. Donc que tous les codes soient uniques et qu'on essaie également d'enlever cette clause de stabilité fiscale-là. Avec l'existence de cette clause de stabilité fiscale, vraiment il est très difficile pour nous que les ressources minérales soient des valeurs refuges. Et nous l'avons dénoncé. Je pense bien que mon coordinateur également pourra donner encore quelque chose. Sinon, en tout cas au Mali, la convention est discutée directement entre la société minière et le gouvernement. Et c'est des conventions types. Est-ce que lorsqu'on élabore ces conventions types,
Est-ce que les administrations impliquées ont la capacité de négocier efficacement la part des revenus qui reviendra finalement à l'État en tenant compte du probable passif environnemental? Parce que parfois on négocie toujours en termes de revenus, mais on voit très peu les retombées en termes d'impact environnementaux qui finalement peuvent détériorer aussi sur l'accès à la justice climatique pour les populations riveraines des lieux d'exploitation. Donc, est-ce que finalement aujourd'hui c'est un problème de capacité ou c'est un problème de volonté? Je pense que c'est important de pouvoir distinguer les deux dans le cadre de votre expérience à vous. Non, les deux existent. Parce que pour nous, c'est plutôt un problème de capacité d'abord. Quand nous essayons de voir au niveau des services techniques en charge de l'environnement, il y a très peu de spécialistes dans ce domaine-là. Bon, bien vrai que la société civile tire toujours la sonnette d'alarme, mais en réalité, c'est plutôt la société civile qui a plutôt la volonté. Et les deux existent, quoi. Non seulement les capacités techniques ne sont pas à hauteur de souhait, mais également cette volonté politique-là également n'est pas toujours là. Dans la mesure où, pour les gouvernants, c'est surtout les revenus qui sont l'indicateur principal. Bon, d'accord, pour le code de 2019, le dernier code, réellement, il y a ces fonds de réhabilitation, mais en réalité, au niveau du Mali, les capacités ne sont pas à hauteur de souhait. Des conventions type où les enjeux de justice fiscale sont abordés assez sommairement, tout autant que les enjeux de la justice climatique. Un problème de capacité peut-être qui vient se mélanger à un problème de volonté politique. Au final, il s'agit toujours de volonté politique. La solution réside peut-être sur la taxe carbone. Peut-être que les pays africains devraient s'approprier ce mécanisme qui est discuté aujourd'hui au niveau des Nations Unies et la mettre en œuvre pour le profit des populations en tenant compte des exigences de la justice fiscale que sont la redistribution, la représentation, la retarification, mais surtout la bonne répartition des revenus qui sont collectés. Cela dit, très peu de pays africains ont des taxes carbone. Nous allons écouter l'expérience du Togo avec Raïssa Oureya, qui est notre collègue dans ce pays. Cette question de taxe carbone est une question qui n'est pas vraiment abordée, je peux dire, au Togo. Je pense que le seul domaine dans lequel ça revient toujours, c'est dans le programme RED+, qui a été mis en place, qui sert un peu plus de mécanisme carbone. Mais est-ce qu'il y a un texte aujourd'hui qui parle de ça, qui définit clairement les règlements, la tarification et tout? Il n'y en a pas à ce jour-là. Et nous savons qu'il y a quand même un réseau au niveau du Cameroun qui a été mis en place pour pouvoir créer un cadre d'échange africain pour permettre aux pays africains de définir les réglementations qui leur sont propres pour le mécanisme de taxe carbone. Merci à Raïssa du Togo qui nous apprend que dans son pays, il n'existe pas une régulation spécifique à la taxe carbone. En effet, jusqu'à présent, seule l'Afrique du Sud est avancée sur le continent en la matière, mais il y a une volonté africaine au niveau de la région, au niveau des instances régionales. Abdul Wahab Diakité, de publier ce que vous payez Mali, nous a expliqué qu'il y avait peut-être un problème de compétences et justement, nous avons interrogé Brendan Schwartz. C'est un expert de la question avec au moins 2 décennies d'expérience sur le continent africain et dans les pays en développement. Nous allons écouter son avis en la matière. J'avais consulté un rapport de la Banque mondiale il n'y a pas longtemps qui estimait qu'il y a une taxe carbone, des mesures de tarification de carbone, soit une taxe, soit un système basé sur le marché,
et l'échange des crédits de carbone dans une cinquantaine de pays au monde. Et ces cinquantaine de pays ont réussi à lever plus de 80 milliards de dollars à travers la tarification du carbone. Et en dehors de l'Afrique du Sud, je ne suis pas au courant d'un pays en Afrique subsaharienne qui a bénéficié des revenus grâce à la tarification carbone. Donc, je pense que la tarification carbone est une tendance croissante dans le monde et je vois que l'Afrique est quasi absent. Et je pense que cela pose problème surtout dans les pays où les émissions de carbone sont principalement issues des grands investissements des entreprises multinationales dans les secteurs extractifs, donc pétrole, mines, parfois bois ou autres. Parce qu'en réalité, ce que ça veut dire, c'est que les pays africains indirectement subventionnent l'extraction des ressources d'autres pays. Et ça varie selon le secteur de l'économie ou la chaîne de valeur précis. Mais on peut observer en termes généraux que les pays asiatiques sont les pays qui manufacturent des produits bruts et qui transforment aussi des produits bruts en produits fins avant le manufacturing. Et ensuite, les pays de consommation sont principalement les pays du G20 et principalement les pays occidentaux. Donc, dans ce système économique à l'échelle internationale, on a actuellement maintenu l'Afrique comme le pays producteur de matières brutes. Et donc, je pense que la justice fiscale est un sujet très vaste, mais je pense que la tarification de carbone, comme l'a dit Raïssa, est un sujet extrêmement important, un pilier que l'Afrique et les Africains pourraient développer pour militer pour la justice fiscale. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que plusieurs sociétés minières et pétrolières internationales font déjà ce qu'on appelle en anglais le shadow pricing of carbon. Je ne sais pas exactement comment le traduire en français, mais en gros, lorsqu'ils font des investissements, ils anticipent sur l'avenir et ils calculent le prix de carbone comme facteur, comme coût dans leur investissement. Donc, ils calculent la rentabilité à moyen et long terme de leurs investissements en anticipant qu'ils seront obligés à payer un prix pour chaque tonne de carbone émise dans le cadre de leur projet. Et j'ai eu à regarder une étude d'impact récemment pour un projet minier en Guinée où la valeur de carbone émise était d'une quelques centaines de millions de dollars sur 20 ans. Donc, quelques dizaines de millions de dollars par année. Et si la Guinée ne capte pas cet argent et si la Guinée ne crée pas d'incitation fiscale à réduire les émissions de carbone émises par ces grands investissements, je pense que ça sera une perte non seulement pour la Guinée aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures, comme l'a dit Jean Bala tout à l'heure, parce que les impacts de l'adaptation au changement climatique sont plus sévères pour les communautés africaines qui sont principalement les communautés rurales et qui obtiennent beaucoup moins d'investissement dans l'adaptation vis-à-vis d'autres communautés dans d'autres pays. Merci à Brendan Schwartz, que j'ai connu il y a une vingtaine d'années. À l'époque, il travaillait pour le réseau pour la lutte contre la faim, une ONG locale qui milite pour les populations autochtones au Cameroun. Aujourd'hui, il est chercheur principal auprès de l'Institut international pour l'environnement et le développement. Et il a vraiment accepté
de partager son expérience dans le cadre de cet exercice. Voilà, c'était un peu ce que nous avions prévu pour vous dans le cadre de cette connexion entre la justice fiscale et la justice climatique. Autant pour moi, nous reviendrons sur ces thématiques qui sont assez actuelles, ces thématiques qui nécessitent un enrichissement, et nous espérons évidemment que nombreux d'entre vous viendront contribuer au débat. Parlons d'autre chose maintenant. Vous le savez peut-être, ou même vous ne l'avez peut-être pas appris, mais la Cour européenne de justice a pris la décision d'interdire un accès systématique du public sur les informations inscrites dans les registres publics de propriété réelle, du beneficial ownership. Cette décision fait reculer plusieurs années d'évolution en matière de justice et de transparence fiscale. La Cour semble avoir eu une raison en prétendant qu'elle a opposé deux droits fondamentaux, le droit aux individus à avoir une vie secrète, une vie privée, autant pour moi, mais aussi, voilà, et à côté de ça, il y a le droit des populations de connaître qui sont les responsables éventuels. On parlait de la justice climatique encore précédemment. Alors, cette décision de la Cour européenne de justice ne devrait pas seulement constituer un danger ou une menace pour la justice fiscale en Europe, car la société civile impliquée dans le mouvement de la justice fiscale ne pourra plus estimer proprement les répartitions des actifs en fonction de la position des propriétaires réels de certains biens. Mais il y aura aussi un impact sur l'Afrique. Déjà, l'Afrique vit une certaine opacité. Avec cette décision, il y aura encore un pan de voile qui sera posé sur un ensemble de pratiques ou de réflexions même menées par les propriétaires d'entreprises qui sont présents. Nous avons choisi de vous parler de l'enjeu que représente la propriété effective en faisant un vox pop au niveau de la République démocratique du Congo. Ce pays si riche, mais où ses 85 millions d'habitants vivent à près de 60% en dessous du seuil de pauvreté. Écoutez ce que les habitants d'une localité nommée Goma nous ont partagé comme connaissance qu'ils ont des propriétaires des entreprises qui viennent exploiter leurs mines. Ils sont au micro de Modeste, notre collègue en RDC. C'est des témoignages tout à fait saisissants. Madame, est-ce que vous connaissez les propriétaires des entreprises qui exploitent vos mines? Personnellement, je ne connais pas les propriétaires qui exploitent nos mines, à moins que on puisse citer des entreprises. Donc on ne connaît pas les propriétaires réellement, mais on connaît quand même les noms des entreprises qui exploitent nos mines. Et selon vous, est-ce que vous pensez qu'il serait important de les connaître? Si oui, pourquoi? Selon moi, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire que je puisse d'abord les connaître, parce que quand on voit une entreprise minière, ce n'est pas simplement une personne, ce sont quand même d'autres qui recourent en bourse, donc d'autres qui travaillent en bourse et tout. Donc il y a aussi ceux-là qui sont toute une communauté, ou bien je peux dire c'est un collectif d'actionnaires. Donc ce n'est pas une seule personne qui doit détenir une entreprise minière, c'est plutôt un collège. Alors c'est difficile que je puisse connaître les PDG et tout. Et puis je ne pense pas pour moi que c'est vraiment important. Pour moi, ce que je trouve qui est nécessaire pour notre pays, c'est de connaître réellement les entreprises, parce que les entreprises, il y en a autant, mais on ne les connaît pas. Le propriétaire n'a pas d'importance, parce que c'est une entreprise. Quand on voit entreprise, on voit quand même c'est une chaîne et tout, mais il faut que l'on puisse savoir qui exploite le sous-sol et le sol congolais, surtout concernant nos minéraux. Donc on doit vraiment connaître toutes les entreprises. Il y a sur la route Lubumbashi, Likasi, Kambo, il y a autant de petites entreprises dont on ne connaît même pas le nom. D'abord de l'entreprise, il est vraiment difficile. Alors que dire de la personne? Et selon vous, qu'est-ce qui rend difficile de connaître les vrais propriétaires des mines du Congo? Le premier problème dans notre pays, c'est la communication. Donc on ne communique pas trop. Et puis il y a autant de barrières. Quand vous voulez accéder quelque part,
beaucoup d'entreprises dans notre pays travaillent sous parrainage. Donc, quand vous entrez dans une entreprise, c'est une entreprise qui appartient à telle, c'est elle qui a amené ces personnes en République démocratique du Congo. Alors, difficile vraiment de les savoir. D'où, moi, je me dis, l'État congolais doit commencer d'abord par répertorier toutes les entreprises. Donc, toutes les entreprises minières, et c'est ce qui sera pour nous, ce qui va vraiment nous faciliter pour qu'on puisse connaître ces entreprises-là. Moi, je trouve que c'est quand même important et mieux qu'on puisse les connaître parce qu'on doit quand même savoir qui travaille chez soi. Donc, c'est pas tout le monde qui vient et qui part comme si le Congo, c'était vraiment un marché à ciel ouvert. Non, c'est un pays souverain. Donc, on doit savoir qui entre et qui sort avec les minéraux. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo prépare une loi sur la propriété effective. Est-ce que cela a des chances de marcher? Cela a des chances de marcher si et seulement si on doit d'abord commencer par des consultations aussi à la base. Pourquoi on parle minerai, on ne voit pas simplement les multinationaux, on voit également les artisanaux aussi qui sont là. Il y a des coopératives, il y a vraiment autant de structures dans notre pays. Donc on doit d'abord commencer par savoir qui fait quoi et qui doit faire quoi. Et à partir de ça, c'est là où on peut vraiment savoir quels sont les besoins, quels sont les devoirs, quelles sont les obligations de tel ou tel. Et c'est à partir de ça que ça peut marcher. Donc on ne sait même pas identifier qui exploite les minéraux. Ça sera même difficile que cela puisse passer. Parce qu'il y a des petites entreprises, il y a aussi des grandes entreprises. Donc tout le monde n'a pas le même capitaux. Donc c'est déjà un point. Donc on doit savoir que nous allons, si c'est de 500 000 à 1 million, c'est ça. De 2 millions à 5 millions, c'est ça. Et de millions à milliards, c'est ça. Donc, ou sinon, ça sera vraiment difficile. Oui, madame, est-ce que vous connaissez les propriétaires des entreprises qui exploitent vos mines? Personnellement, je n'en connais pas du tout parce qu'ils les font très souvent en cachette. Je n'en connais pas. Est-ce que vous pensez qu'il serait important de les connaître? Si oui, pourquoi? Oui, il est important de les connaître parce qu'ils sont en train d'exploiter sur un sol congolais. En tant que Congolaise, il est très important de connaître ceux-là qui sont en train d'exploiter nos minéraux parce que ça nous appartient en tant que Congolais. Selon vous, qu'est-ce qui rend difficile de connaître les vrais propriétaires de mines du Congo? Comme je viens à peine de le dire, ils les font en cachette. Ils sont déjà nombreux. Il est impossible de les connaître. Alors la grande difficulté, c'est qu'ils ne se prononcent pas d'abord eux-mêmes. Ils ne se prononcent pas pour dire qu'ils veulent commencer cette activité-là. Ils les font déjà sans imprégner les autorités qui sont censées connaître leur statut, quoi. Voilà, pour chuter, le pays prépare une loi sur la propriété effective. Est-ce que cela a des chances de marcher ici au Congo? Ça a des chances si nous-mêmes, population congolaise, nous nous y impliquons, dans le sens où si d'abord nous-mêmes nous signalons à chaque fois que nous constatons qu'il y a des sociétés minières qui sont en train d'évoluer à côté de chez nous ou dans nos parcelles, si nous-mêmes nous avons cette possibilité de signaler, ça va marcher. Mais si nous-mêmes nous sommes complices de ces sociétés-là en les cachant, en les dévoilant pas qu'ils sont en train d'exploiter nos minéraux, ça ne va pas marcher. Madame Rebecca, nous vous remercions. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Shadrach, est-ce que vous connaissez les propriétaires des entreprises qui exploitent vos mines? Oui, pas tout le monde, mais quand même, certains propriétaires, nous sommes au courant de leurs activités, on les connaît quand même, en passant. Est-ce que vous pensez qu'il serait important de les connaître? Si oui, pourquoi? Oui, c'est important parce qu'ils exercent sur le sol congolais. Et donc, nous, en tant que Congolais, en tant que population congolaise, nous sommes obligés de connaître qui est sous ou sur notre terre en train d'exploiter. Parce qu'au cas où il y a des problèmes, ça sera facile de localiser et de connaître cette personne. Selon vous, qu'est-ce qui rend difficile de connaître les vrais propriétaires des mines du Congo? En tout cas, partant de cette question, il y a beaucoup de facteurs. La plupart des mines du Congo se trouvent entre les mains des autorités locales ici au pays. Alors, ils se cachent derrière certains, je peux dire, certains agents fictifs pour occuper en tout cas certaines mines. Donc, je réitère ma réponse, c'est que il y a des autorités congolaises aussi, il y a des militaires congolais aussi, et donc il y a quand même des ministres aussi qui occupent ou qui ont des mines en RDC. Alors, ce serait un peu compliqué de pouvoir les dénicher aux yeux aussi de tout le monde pour dire qu'écoutez, ça appartient à telle ou telle autre autorité. Là, je ne crois pas que ça serait une bonne chose. Il y a même des avocats qui ont des mines, des carrés miniers en RDC. Et aussi, c'est que ce sont des gens qui utilisent en fait les enfants dans les mines.
Donc, ils utilisent la plupart des temps les enfants, alors que la loi congolaise interdit strictement l'utilisation l'exploitation, je peux dire, des enfants dans des mines. Alors, ce sont des personnes qui les utilisent et ils sont sous infraction malgré qu'ils exercent en fait ces activités-là. C'est ce qui rend un peu plus difficile parce que dès lors qu'on les connaît, ils peuvent être poursuivis facilement, ils peuvent être arrêtés. Surtout que si ce sont des autorités, des gens influents du pays, je ne crois pas que ça sera facile pour ces gens-là d'être connus au vu au su de tout le monde. Et le pays prépare une loi sur la propriété effective. Est-ce que cela a des chances de marcher? Pas forcément, parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont d'abord fictives, ce qui fait que nous avons du mal à connaître d'abord le propriétaire les propriétaires effectifs de ces entreprises-là. Je ne crois pas que ça peut marcher parce que la plupart des gens se cachent et préparent certaines personnes de pouvoir diriger ces entreprises-là par la sécurité ou soit par des bavures avec la justice. Et donc, je ne crois pas que ça peut marcher. Encore que la plupart, ce sont aussi des multinationaux, donc c'est facile de corrompre. Ils mettent quelqu'un d'autre là-bas pour exercer les fonctions. Et puis, au fond, c'est la personne, le propriétaire de l'entreprise ou le propriétaire de l'entreprise qui donne des décisions pour les activités de toutes les entreprises ou de toute une entreprise. Monsieur Don, vous êtes louchois, vous êtes dans une zone essentiellement minière. Est-ce que vous connaissez les propriétaires des entreprises qui exploitent vos mines? Non, nous ne les connaissons pas. Est-ce que vous pensez qu'il serait important de les connaître? Si oui, pourquoi? Oui, il est très important de les connaître puisque nous devons toujours savoir pour qui nous travaillons et à qui appartient l'entreprise. Parce que si nous ne savons pas à qui appartient l'entreprise, les jours qu'il y aura des dégâts, les jours qu'il y aura mort d'homme dans les mines, on va chercher à savoir qui est le propriétaire de l'entreprise afin qu'il puisse payer les dommages. Mais il ne va pas se faire voir parce que c'est une entreprise qui vit premièrement sur anonymat, parce qu'on ne sait pas à qui ça appartient. Et la personne en question va se cacher, il va user de son influence en secret pour qu'il ne puisse pas vraiment, pour que son nom ne puisse pas vraiment se révéler au grand public, afin qu'il puisse toujours continuer à faire à faire son exploitation et les gens sont en train de perdre aussi leur vie, c'est un peu ça. Et selon vous, qu'est-ce qui rend difficile de connaître le vrai propriétaire des mines du Congo? Ce qui rend difficile les gens de connaître le vrai propriétaire du Congo, puisque premièrement d'abord c'est pas difficile, c'est trop facile. Pourquoi? La personne devrait elle-même, elle vient et elle paye tous les taxes qu'il faut pour son entreprise et on connaît déjà que non, la personne c'est monsieur tel ou madame tel et cette entreprise appartient à madame tel. Ce qui fait cela parce que ce sont des gens qui ont ces mines par fraude. Ce ne sont pas vraiment des gens qui ont ces mines comme ça par voie légale. Ce sont des gens qui ont ces mines par fraude et qui ont fait à ce qu'ils puissent posséder ces mines et commencer à voler tout le temps les minéraux sans que le Congolais puisse en jouir avec. C'est un peu ça. Merci, M. Don, pour vos réponses. Alors, les pays préparent une loi sur la propriété effective. Est-ce que cela a de la chance de marcher ici au Congo? Oui. Cela a de la chance puisqu'il y a des gens qui vont appuyer cela et les autres vont. Et il y aura toujours des gens qui vont toujours s'interposer. Ceux-là qui sont du côté de ces gens-là qui aiment bien être dans l'ombre, ils ne veulent pas vraiment se faire voir ou se faire savoir pour que leur entreprise puisse être connue. Ils vont toujours vouloir s'opposer, mais pour ceux-là qui ont besoin vraiment c'est qu'ils puissent être connus, et ils vont que ça puisse vraiment, cette loi puisse passer. Mais pour moi, je suis pour que cette loi puisse être... Les populations n'en savent pas souvent grand-chose et cela alerte aussi les responsables d'ONG. Nous allons écouter notamment Richard Moukena. Il est le directeur des programmes Droits de l'homme parce que oui, nous avons le droit de connaître ceux qui sont responsables de l'exploitation de nos ressources, mais aussi du passif environnemental que cela peut créer. Nous en parlions dans une autre partie de ce programme. Nous avons aussi le droit de savoir qui sont ceux qui doivent payer des impôts au final pour l'activité économique qu'ils mènent dans nos pays. Écoutons Richard Moukena sur son analyse de la propriété effective et de ses défis en République démocratique du Congo. Je rappelle qu'il fait partie de l'ONG AfriWatch. Il était au micro de notre collègue Modeste. La RDC aujourd'hui est sur une ligne de lutte contre la corruption, de lutte contre les antivaleurs, lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux. Et sur une telle piste, on a toujours besoin, l'État congolais a toujours besoin de connaître les propriétaires réels des entreprises.
entreprises, pas seulement minières, mais de toutes les autres entreprises. Mais s'il faut rester dans le secteur minier, c'est très important parce que ça permettra de connaître qui tire profit en fin de compte de l'exploitation des mines au Congo. Et parce que nous avons beaucoup de cas de trafic d'influence, beaucoup de cas de fraude, de corruption. Vous connaissez beaucoup sur Dan Gettler au Congo. Dan Gettler n'a pas agi seul, mais il a agi par personnes interposées, des personnes politiquement exposées qui ont facilité la tâche à Dan Gettler d'obtenir des contrats à moindre coût et ainsi de suite. Donc toutes ces questions de lutte contre la corruption, de lutte contre la fraude, les antivaleurs, ça demande qu'on puisse avoir des informations claires et précises sur les propriétaires réels des entreprises. Et l'État dispose de moyens. Vous avez le guichet unique, vous avez le tribunal de commerce. En fait, vous avez aussi l'inspection du travail. Même il y a beaucoup d'autres organes, notamment les cadastres miniers, à partir d'où on peut à collecter des informations nécessaires qui peuvent permettre à l'État de connaître les vrais propriétaires des entreprises minières. En fait, ce qui rend difficile, c'est que l'État ne met pas en place un mécanisme souple. L'État ne fait pas pression aux investisseurs. Tu vois, quand un investisseur vient au pays, il a besoin d'investir dans un secteur quelconque. Il doit se rendre dans un service technique de l'État qui est habilité à l'identifier, mais aussi à lui fournir des formulaires sur base de quoi il doit fournir des informations clés sur sa personne et sur ce qu'il veut faire. Alors, c'est pourquoi j'ai parlé du tribunal du commerce. J'ai parlé du guichet unique, du cadastre minier. Il y a aussi l'inspection du travail. C'est-à-dire, dans ces services-là et même ailleurs, on peut avoir des informations. Quand l'investisseur arrive, il doit fournir des informations dans ces services-là qui permettent de connaître qui est le vrai propriétaire de l'entreprise. Parce qu'au Congo, nous avons des mandataires. Nous avons des personnes qui ne sont pas propriétaires, mais qui sont désignées pour gérer les entreprises. Mais les vrais propriétaires ne sont pas connus ou ne sont pas là. Ce qui fait que, en cas de problème, ces personnes-là échappent aux poursuites et où ces personnes se soustraient facilement de leurs responsabilités quand il y a des abus qui sont commis et que ça demande des poursuites ou des enquêtes. Vraiment, c'est important d'avoir une loi sur la déclaration de la propriété réelle des entreprises parce que c'est la référence légale. Je disais que même en cas d'abus, on se réfère à la loi pour qualifier l'acte d'infraction ou de violation des droits humains et d'engager des poursuites. Mais un autre aspect, c'est d'avoir des mécanismes forts pour mettre en application cette loi-là. Je donne l'exemple de la sous-traitance au Congo. Nous avons une loi sur la sous-traitance. La sous-traitance est une exclusivité nationale. Mais vous trouvez qu'il y a des expatriés qui sont propriétaires réels des entreprises de sous-traitance dans les entreprises minières. Mais quand vous regardez dans les documents au tribunal du commerce, vous trouvez le nom des Congolais, qui sont seulement des mandataires, qui représentent, qui sont des étiquettes. Mais en réalité, ce ne sont pas ces Congolais-là qui sont propriétaires de ces entreprises. Ce sont les mêmes entreprises minières, les mêmes expatriés, les mêmes investisseurs qui créent des sous-traitances et qui tirent tout le profit vers eux. Et la monnaie ne circule pas au niveau du Congo. Avec ça, on ne s'est pas arrivé à créer la classe moyenne. Pourquoi? Parce qu'il y a fraude, on trompe l'État avec des fausses informations alors que la loi est très claire. Voilà pourquoi j'insiste qu'il faut des mécanismes clairs d'application. Quand je parle de mécanismes, je parle des personnes et aussi des institutions crédibles qui ne peuvent pas céder facilement à la corruption parce que c'est ça qui ronge le pays. C'est sur ce commentaire de Richard Moukena que nous allons mettre la fin sur ce programme un peu long mais si important. Nous rappelons aussi que nous sommes désolés qu'il soit sorti un peu plus tard. Nous devrions faire parler ces acteurs de République démocratique du Congo pour vous porter les témoignages au plus profond de cette Afrique qui a besoin d'une justice fiscale, d'une transparence fiscale pour pouvoir financer une meilleure justice climatique. Brendan nous l'a dit, l'adaptation sera très compliquée. Les pays africains, malheureusement, n'ont pas accès aux mécanismes de financement carbone. Très peu d'argent sont versés aux pays africains qui, pourtant, avec leurs forêts, absorbent une quantité de carbone qui représente aux émissions totales de voitures dans le monde en une année, selon les experts. La justice fiscale, la justice sociale, on n'en aura pas fini de parler
tant que les pays européens ne comprendront pas qu'on a besoin de leur appui pour une Afrique qui se développe de manière beaucoup plus inclusive. Voilà, c'était tout pour ce programme. Je rappelle que vous pouvez l'écouter sur notre page de podcast impotsocial.lipsyn.com, Lipsyn avec SYN à la fin. Mais vous pouvez aussi nous écouter sur la page des podcasts de l'ONG Tax Justice Network en cliquant sur le lien www.taxcast.net et vous cherchez l'onglet en français. Mais aussi, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, www.impo et justice sociale, mais aussi sur Stitcher. Et pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Twitter, #imposocial, notre page Facebook, Impo et justice sociale. Et si vous voulez nous écrire, impo avec s-8 social@outlook.fr. Pour vous tous que je ne retrouverai pas certainement avant le début de l'année 2023, je vous souhaite une excellente fin d'année. Les batailles pour la justice fiscale, la justice sociale et la justice climatique se poursuivront l'année prochaine. Nous espérons toujours être en mesure de vous produire ce podcast. Nous espérons aussi pouvoir vous apporter beaucoup plus de témoignages des Africains, mais aussi des experts africains sur cette question. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, n'hésitez pas à nous faire des suggestions, à nous demander des éclaircissements. Nous sommes disposés à vous les apporter. Au revoir. Très bonne fête de fin d'année et protégez-vous car il y a toujours en Afrique un défi à surmonter. Ciao.